Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat et très bonne année à vous. Ravi de vous retrouver pour le premier numéro d'On va plus loin de l'année 2019. Voici le programme, notre grand débat autour de cette violence qui entoure le mouvement des Gilets jaunes. Entre l'ex-boxeur, l'attaque d'un ministère et le policier de Toulon, la situation est plus tendue que jamais. Face à l'ultra-violence, il faut de l'ultra-sévérité, nous dit Gérald Darmanin, de l'ultra-fermeté, nous dit même Christophe Castaner, qui annonce une future loi d'orientation pour la sécurité. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Édouard Philippe doit-on dire plus ce soir? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Jean-Sébastien Ferjou à Olivier Babot. Nous reviendrons sur l'acte 2 de l'affaire Benalla. Va-t-on vers une nouvelle série d'auditions au Sénat? Rien n'est exclu après les nouvelles révélations. Il est temps que la vérité soit faite, nous dit Philippe Bas. Analyse de nos spécialistes dans 10 minutes. Et puis l'actualité ce soir, c'est aussi l'ouverture du procès du cardinal Barbarin. Il est jugé pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs, mais au-delà de ce cas précis, c'est la question du silence dans l'Église sur les crimes pédophiles qui est posée. Avec nous pour en parler ce soir, Jean-Pierre Denis, le directeur de la rédaction de l'Avis. D'abord, retour sur cette journée de procès avec Adrien Develay. À la place des accusés, ils sont 6. Le cardinal Barbarin est au premier rang. Le cardinal de Lyon a-t-il passé sous silence les actes pédophiles d'un prêtre de son diocèse? Pendant l'audience, il se défend de ces accusations. Je n'ai jamais cherché à cacher, encore moins à couvrir ces faits horribles. Face à lui, 9 plaignants, 9 anciens scouts victimes du père Prénat et qui aujourd'hui demandent des comptes. Que la lumière soit faite, que les actes répréhensibles soient jugés, débattus, reconnus. Au cours de cette première journée de procès, les juges ont tenté de savoir depuis quand le clergé lyonnais était au courant des agissements du prêtre, toujours en attente de jugement. C'est en 2016 que l'affaire éclate au grand jour. Une première enquête est ouverte, mais rapidement classée, les faits étant prescrits. Mais les victimes engagent une nouvelle procédure pour des faits plus récents. Le primat des Gaules, Philippe Barbarin, se voit dès lors contraint de faire face à la justice. Depuis le début, le cardinal reconnaît des erreurs, mais dit n'avoir suivi que les consignes du Vatican. Ses avocats, eux, dénoncent un acharnement. Des erreurs qu'il y en a eu de commises, bien entendu, par lui ou par d'autres. Ce n'est pas pour autant que sur un plan individuel, sa responsabilité pénale est engagée. La défense déplore un procès spectacle. S'il est reconnu coupable d'avoir gardé le silence, Philippe Barbarin pourrait écoper de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. La fin du procès est prévue mercredi soir. Et on va aller plus loin ce soir avec notre invité. Jean-Pierre Denis, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de la rédaction de l'Avis, un hebdomadaire chrétien d'actualité. Beaucoup disent que dans ce procès, c'est l'omerta de l'Église qui finalement est jugée. C'est aussi comme cela que vous voyez les choses? Si c'est l'omerta de l'Église, ça ne relève pas de la justice. J'imagine que le procès va reposer sur un certain nombre de faits. D'abord, il faut savoir que dans un premier temps, l'affaire avait été classée. Aujourd'hui, les victimes du père Prénat ont obtenu que l'affaire soit jugée. Moi, je ne suis pas juge et je ne peux pas juger à la place de la justice. En revanche, l'omerta de l'Église, oui, en effet, je connais. Vous la confirmez déjà? Vous dites qu'elle existe, il y a des tabous? Je connais. Moi, vous savez, ça fait bien longtemps, il y a plus de 15 ans que j'ai dirigé une enquête sur les abus commis dans des communautés religieuses à l'époque, non pas sur des mineurs, mais sur d'autres membres de ces communautés religieuses. À l'époque, on nous disait, vous ne pouvez pas publier ça parce que si vous le faites, vous êtes de mauvais catholiques. Je pense que Qu'est-ce la que vous suite, répondiez? Est-ce que votre combat continuait pour autant? je vais vous avouer une chose, c'est que ça m'a déstabilisé et je n'ai pas vraiment continué. Et au fond, c'est ce qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre dans l'affaire Prénat, dans les débuts de l'affaire Prénat, une situation dans laquelle beaucoup de catholiques étaient au courant, et finalement personne ne parlait. Alors vous pouvez me dire que j'étais un mauvais journaliste, j'ajouterais certainement que j'étais aussi un mauvais catholique, parce que justement je pense qu'il faut aller au bout de la vérité. Alors aller au bout de la vérité, c'est lutter contre cette culture du silence. Ce n'est pas pour autant, et je voudrais vraiment faire la nuance, et ça me paraît très important, qu'il faut décréter que le cardinal Barbarin ou ses collaborateurs sont coupables. Ça ne relève pas de ma responsabilité. Il y a le risque qu'il devienne un bouc émissaire, qu'il paye pour les autres, qu'il y ait un acharnement. Je pense qu'il y a évidemment la tentation, je dirais, de se focaliser sur une personnalité qui électrise, qui a par ailleurs commis un certain nombre de déclarations problématiques et qui sont un peu l'arrière-fond de ce procès, alors même qu'elles n'ont rien à voir avec
des faits qui sont reprochés, des déclarations qui ont été ultérieures, des maladresses de prise de parole. Ça joue. Il y a aussi le profil du cardinal, très engagé, longtemps très médiatique. Donc tout ça, ça joue. Moi, là-dessus, je n'ai rien à dire parce que ça s'appelle la présomption d'innocence. En revanche, oui, encore une fois, l'attitude globale de l'Église, je la connais, j'y étais confronté. Il y a quelques années, j'avais conseillé à des hauts responsables de l'Église de lancer une commission d'enquête indépendante en demandant à cette commission de faire un état des lieux diocèse par diocèse, époque par époque. À l'époque, on m'avait dit que ce n'était pas la peine puisque les affaires étaient derrière nous. Alors, évidemment, la plupart de ces affaires sont anciennes, c'est vrai. Ce sont des affaires qui remontent parfois à plus de 10 ans et parfois même à beaucoup plus. Mais les victimes sont toujours là. Et surtout, je crois que c'est un problème mondial. L'Église est confrontée à cette question au niveau mondial. Vous l'avez dit, le cardinal Barbarin est un homme de médias qui s'est toujours beaucoup exprimé publiquement. Et encore en novembre dernier, il avait donné une interview à Radio Notre-Dame. Je voudrais qu'on l'écoute, qu'on voit ce qu'il a déclaré. Je vous fais réagir juste après. Quand j'entendais parler de ces trucs-là, il y a 15-20 ans ou comme ça, je me disais, c'est affreux, c'est indigne, c'est une trahison de ces prêtres dans leur vocation d'avoir fait des choses comme ça. Maintenant, au fond, je pensais pas directement aux gamins, parce que, ou sans doute, peut-être parce qu'un gamin, quand il grandit, il rebondit, puis après, sa vie, sa jeunesse, son adolescence et tout ça. Et maintenant, non. Maintenant, comme je les ai écoutés beaucoup, très nombreux et très longtemps, et vraiment des victimes tous azimuts, des garçons, des filles, des gens qui ont 30, 40 ans, etc. Et même aussi, j'ai beaucoup lu, j'en ai lu beaucoup et rencontré des quantités, et je me suis aperçu, c'est une destruction profonde de ces personnes. Vous disiez, il y a un problème mondial de l'Église. Est-ce que quand on entend ces paroles, on ne se dit pas qu'il y a une forme de déconnexion de ces hommes d'Église qui réalisent un peu tardivement que les crimes pédophiles, effectivement, peuvent être destructeurs pour une personne? Ça vous fait réagir d'entendre cela? Ouais, il y a une certaine, on va dire, une certaine candeur dans ce propos, dans la façon dont le cardinal le raconte, à tout le moins, une certaine candeur. C'est assez déconcertant, mais je crois que c'est assez vrai. Ce sont des propos qui correspondent à une réalité. Alors vous parlez de déconnexion, il y a, de toute façon, il y a une chose qui est aussi en toile de fond dans l'Église catholique, c'est qu'on n'est pas non plus prisonnier de ce qu'on appelle le péché, donc de sa faute, et qu'on peut s'amender. Ouais. Sauf que on sait que pour ces affaires-là, évidemment, des abuseurs qui ont tendance à abuser d'enfants parce qu'ils sont attirés par eux, ont un certain nombre de chances de recommencer. Et donc, il faut prendre un certain nombre de mesures, et des mesures claires, pour qu'ils ne puissent pas recommencer. Mais vous savez, il y a aussi un autre élément qu'il faut aussi entendre. Moi, j'ai en tête le suicide de 2 prêtres de 38 ans, il n'y a pas si longtemps. Ce sont des affaires qui remontent à quelques mois. 2 prêtres de 38 ans qui se sont suicidés parce qu'ils étaient mis en cause. Pas pour des affaires de la gravité, évidemment, de celle du père Prénat, mais pour un certain nombre d'actes jugés, comme on dit dans le jargon de l'Église, inappropriés. Ils se sont suicidés. Donc c'est très difficile aujourd'hui de trouver un équilibre. D'abord, la parole des victimes, écouter les victimes, mais non plus ne pas faire tomber dans l'excès inverse d'un excès de zèle auquel certains évêques peuvent avoir la tendance à... aujourd'hui. Mais vous parliez de solutions à trouver, mais quand le fondement même de l'Église, c'est de mettre au-dessus de tout la miséricorde et le pardon, ces changements doivent donc ébranler fondamentalement le christianisme. Comment on fait? Ah oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est très profond. Pour moi, ça ébranle surtout, non pas le christianisme, parce que ça ne change rien au fondement du christianisme. Au fond, la miséricorde et le pardon fait partie des fondements, fond, si on décide de les mettre en second plan. Mais le pardon, c'est aux victimes de décider si elles veulent ou si elles ont envie de pardonner ou pas, ou si elles peuvent pardonner à leur agresseur. Ça, personne ne peut le savoir à leur place. En revanche, l'Église, en tant qu'institution, doit prendre un certain nombre de dispositions. Ce qui est en question pour moi dans ces affaires-là, au-delà des abus sexuels pour mineurs, c'est en fait l'abus d'autorité, de personnes qui ont une personnalité très forte, qui ont un grand charisme, qui sont rayonnants, qui ont une autorité auprès des jeunes et qui abusent de cette autorité. Donc cette culture-là, il faut la changer. La deuxième chose qu'il faut changer, c'est une culture, non pas forcément de la transparence, mais de la nécessité qu'il y ait des comptes qui puissent être rendus à l'intérieur de l'institution. Troisième chose, on voit que l'institution elle-même ne bouge. C'est vrai que quand les journalistes, quand les médias font leur travail, à ce moment-là, elles se présentent, peuvent avoir tendance à se présenter comme victimes, mais je vous disais que moi-même, j'ai essayé de faire ce travail il y a une quinzaine d'années
Ce travail, il est indispensable. Sans ce travail des journalistes, l'institution ne bouge pas. Mais comme toutes les institutions, que ce soit l'Église, que ce soit une institution sportive, une institution éducative, il faut cette pression-là, et aujourd'hui celle de la justice, pour qu'on arrive à trouver une solution. Mais croyez pas que ça va se terminer avec le procès du cardinal Barbarin, qu'il soit condamné ou qu'il ne soit pas condamné. C'est une affaire au long cours. Le pape s'est exprimé tout à l'heure, il a affirmé que l'Église allait s'engager à combattre l'un des crimes les plus vils, je le cite. Est-ce que ça vous donne de l'espoir? Est-ce que vous vous dites le pape a compris les enjeux et l'initiative est lancée? Alors oui et non, parce que les mots c'est très bien, il faut les prononcer, mais je dirais ce qui est dommage, c'est que ces mots-là n'aient pas été prononcés beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, en tout cas les victimes, elles n'attendent plus des mots, elles attendent des actes. Et je crois qu'un certain nombre de catholiques attendent aussi des actes, et je dirais qu'aussi un certain nombre de prêtres attendent des actes. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au fond, comme ces mesures n'ont pas été prises suffisamment tôt, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, beaucoup de prêtres passent pour des suspects. Ils se font cracher dessus, on les insulte, et ça devient extrêmement difficile pour eux. Et ils ont le sentiment de ne pas avoir été eux-mêmes protégés, puisqu'ils ne sont coupables de rien, et néanmoins, vis-à-vis du monde extérieur, ils sont suspects. Donc le plus tôt sera le mieux. Et c'est la fin de cet entretien. Merci infiniment Jean-Pierre Denis de nous avoir parlé franchement de ce problème dans l'Église. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de l'Avis. OVPL continue avec le match des idées. Il va opposer dans un instant Jean-Sébastien Ferjou à Olivier Babot. On va revenir sur le feuilleton Benalla qui a connu, vous le savez peut-être, un acte 2 pendant les fêtes. Cela n'a évidemment pas échappé à la commission des lois du Sénat qui demande de nouvelles explications à l'Élysée. Va-t-on vers de nouvelles auditions? La commission d'enquête doit-elle se prolonger? On va s'interroger avec nos invités juste après ce sujet de Quentin Calmé. Affaire Benalla, c'est parti pour la saison 3. Après les révélations et les premières auditions du feuilleton de l'été au mois de juillet, après l'audition d'Alexandre Benalla lui-même au mois de septembre, de nouvelles informations révélées par la presse ces dernières semaines viennent relancer l'affaire. Dernière en date, Libération de ce matin qui retrace le parcours de l'ex-chargé de mission à l'Élysée après son licenciement. Alexandre Benalla a multiplié les rencontres ces derniers mois avec des hommes d'affaires liés à d'anciens réseaux de la France-Afrique ou encore avec de sulfureux intermédiaires syriens. Autre rebondissement lié à ses passeports diplomatiques. En septembre, il affirmait sous serment les avoir restitués. Ce qu'ils ont été rendus, ils sont au bureau que j'occupais à l'Élysée, donc je pense que l'Élysée a dû s'en occuper. Alexandre Benalla qui affirme que ces précieux documents lui auraient été rendus, des passeports qu'il aurait ensuite utilisés pour faciliter ses passages aux frontières. Et le tout sans aucune réaction du Quai d'Orsay. La semaine dernière, les sénateurs ont donc demandé des explications à Jean-Yves Le Drian et à l'Élysée sur l'utilisation de ces passeports diplomatiques. L'État a-t-il fait les diligences nécessaires pour retirer les passeports diplomatiques de l'intéressé, conséquence de la sanction de licenciement qui lui a été infligée, et pour empêcher un franchissement de la frontière française avec ces documents? Cela relève de la responsabilité du gouvernement. Des sénateurs qui s'interrogent aussi sur le fait qu'Alexandre Benalla ait pu continuer à s'entretenir avec le président de la République. Les membres de la commission d'enquête doivent décider dans les prochains jours de l'organisation de leurs travaux, car le temps presse. La commission des lois dispose des pouvoirs d'investigation pour 6 mois. Les sénateurs pourraient donc voter la prolongation de leurs travaux, avec à la clé peut-être de nouvelles auditions de cette saison 3 de l'affaire Benalla au Sénat. Et avec nous pour ce premier match des idées de l'année 2019, Jean-Sébastien Ferjou, bonjour à vous, bienvenue, directeur de la rédaction de la publication Atlantico. Et Olivier Babot, bonsoir à vous et bienvenue également, président fondateur de l'Institut Sapiens. La commission des lois du Sénat pourrait prolonger son enquête. Est-ce que ça vous paraît nécessaire, Jean-Sébastien Ferjou, à la lueur de tout ce qui s'est passé pendant les fêtes et des nouvelles révélations ? Oui, je pense que d'un point de vue démocratique, c'est sain, effectivement, dans la mesure où il y a eu un certain nombre de mensonges qui semblent avoir été mis à jour, sur les passeports diplomatiques notamment. Je trouve qu'il est sain qu'un Parlement, de toute façon, exerce une mission de contrôle de l'action de l'exécutif. Sauf qu'on avait reproché au Sénat d'en avoir trop fait, d'avoir peut-être même instrumentalisé politiquement l'affaire. Est-ce qu'il faut y retourner? Est-ce qu'il faut y aller encore? Mais il y a toujours deux choses, c'est-à-dire qu'une mission de contrôle,
elle peut effectivement, par nature, être politisée. Mais enfin, c'est le travail de l'opposition dans une démocratie qui fonctionne. Et je ne suis pas certain que ce soit un reproche qui ait beaucoup de sens dans la mesure où on ne s'enferme pas dans une volonté de nuire. Je n'ai pas l'impression que le Sénat ait prouvé une volonté de nuire. Après, on peut ne pas nécessairement partager les vues de Philippe Bas ou d'autres membres de la commission d'enquête parlementaire du Sénat, mais il visait quand même avant toute autre chose à faire la lumière sur la manière dont fonctionne l'Élysée. Olivier Babot. Je crois qu'on est tous conscients qu'on vit une crise démocratique et il n'y a rien de pire que des affaires non élucidées. Alors déjà, les soupçons eux-mêmes laissent des traces dans l'opinion, parce que même des soupçons, même des gens qui après sont innocentés, dans les faits, en réalité, l'opinion publique, en général, garde plutôt mémoire de ce qu'on reproche plutôt que du moment où il a été innocenté. Donc là, le fait de ne pas avoir l'impression que dans cette affaire, on soit arrivé au bout de l'élucidation de tout, est extrêmement problématique. Et je crois que c'est une bonne idée de la part du Sénat, ou d'ailleurs de toutes les autres instances, qui pourraient être en capacité d'essayer enfin de faire la part des choses dans ce feuilleton qui commence à avoir beaucoup trop de numéros. Je voudrais vous lire quand même les mots de Lydia Guirouz dans RT. La porte-parole des Républicains parle, je la cite, d'une affaire d'État que l'on cache aux Français, et elle s'interroge: quels sont les liens réels avec Emmanuel Macron et les secrets que détient Benalla pour bénéficier de tels passe-droits? Est-ce que ce sont des questions fondées d'après vous? Est-ce que c'est une affaire d'État que l'on cache aux Français? Mais je ne sais pas, puisqu'en l'état, précisément, les réponses à ces questions-là n'existent pas à me connaissant dans le champ public, en tout cas. Donc après, que ces questions-là soient posées, ça n'est pas absurde, parce qu'effectivement, on peut se poser la question de pourquoi Alexandre Benalla a réussi aussi vite à se retrouver dans les palais présidentiels africains. Je ne crois pas que tous les chômeurs de 28 ans se retrouvent très rapidement dans des délégations internationales. Forcément, c'est parce que sa proximité avec Emmanuel Macron lui a ouvert des portes. Alors après, ça peut être uniquement parce que lui en joue habilement ou parce que certains projettent des choses sur lui, ou il peut y avoir autre chose. Je ne prétends certainement pas avoir la réponse là. Il me semble d'ailleurs que ça peut être tout simplement lui qui essaye de se construire une carrière tout en profitant d'une zone d'ombre. Mais comme le disait Olivier Babot, dans la crise démocratique que nous vivons, il n'est pas inutile de faire la lumière là-dessus. Après, dire que c'est une affaire d'État qu'on cache aux Français, c'est probablement beaucoup s'avancer en l'État. Ce sont des propos que vous validez, affaire d'État cachée aux Français. On se souvient ici même sur ce plateau Robert Badinter qui avait commenté cette affaire en répondant à une de mes questions. Il avait dit « mais c'est pas une affaire d'État et ça frappe shit ». Et ça avait fait beaucoup réagir. Est-ce que oui ou non, on est dans des soupçons tellement forts qu'il pourrait y avoir une affaire d'État cachée aux Français? En tout cas, il faudrait qu'on en sache plus. Vous savez, il y a eu un sondage en 2018 sur les théories du complot. Un sondage assez extraordinaire. Et parmi les résultats incroyables, il y avait quelque chose comme 32 ou 36% des Français qui pensaient que le sida avait été inventé en laboratoire et inoculé aux humains. 9% des Français qui pensaient que la Terre était plate. Et je ne vous cite pas les autres. Le complot aujourd'hui fait partie, pour dire, des conséquences de la baisse du coût de l'entrée des idées sur le marché cognitif, pour le dire de façon compliquée, et pour le dire de façon très simple. Grâce aux réseaux sociaux, les idées circulent comme jamais, les bonnes comme les mauvaises. Et malheureusement, on fait de moins en moins la distinction entre les deux. Donc je crois que là, le soupçon, évidemment, est clair. Il y a, on pourrait dire, un fait un peu étonnant, des relations, et puis c'est pas comme si la République n'avait pas un certain antécédent d'affaires compliquées en matière de France-Afrique, etc. Donc on ne peut pas dire que ça soit totalement nouveau. Il y a des soupçons qui sont donc naturels. Et je crois que si on cache, si on ne dit pas plus, c'est évident que vous avez ici, à tort ou à raison, toutes les bases pour faire des théories du complot qui vont être très très fortes. Et je crois que là encore, ça n'est pas le moment. Il y a un autre sujet sur lequel j'aimerais votre analyse ce soir. L'attentat contre Charlie Hebdo, c'était il y a 4 ans tout juste. Le journal satirique a publié un numéro spécial avec ce titre qu'on va voir, le retour des anti-lumières. Et sur cette couverture, on peut donc voir un évêque et un imam soufflant sur la flamme d'une bougie qui éclaire la une du 14 janvier 2015 où était écrit « Tout est pardonné ». Et dans une interview à l'agence France Presse, le directeur de la rédaction, Rhys, confie une certaine amertume sur l'évolution de la société. Il dit ceci: on a l'impression qu'on tourne le dos à ça alors que ces phénomènes de réaction rétrograde sont toujours présents, encore plus qu'il y a 4 ou 5 ans. Ce n'est plus uniquement une hostilité qui vient d'extrémistes religieux, mais aussi d'intellectuels. Est-ce que vous partagez ces inquiétudes, Jean-Sébastien ?
Mais il y a deux choses différentes. Il y a la couverture de Charlie Hebdo et après il y a l'inquiétude exprimée par RIS. Effectivement, les tensions communautaires n'ont pas été apaisées depuis 4 ans, malheureusement. Et probablement le fait qu'on ait tellement voulu les nier, qu'on ait tellement voulu s'aveugler sur leur existence même depuis des années et que probablement un certain nombre d'intellectuels aient voulu les nier au motif qu'il fallait absolument prouver que l'immigration était une bonne chose, alors que c'est un fait, ça n'est ni en soi une bonne ou une mauvaise chose, c'est un phénomène qui peut se passer bien ou mal en fonction de la manière dont une société fonctionne. Mais on a tellement viré dans la morale et dans la volonté d'imposer une vision morale que effectivement un certain nombre de gens se sont braqués sur des principes qui, en mettant en avant le racisme de la société française ou son islamophobie, au motif que précisément il y aurait une forme d'intolérance qui existe par ailleurs incontestablement vis-à-vis de l'intégration de Français musulmans. Donc je comprends l'inquiétude de RIS. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, ça n'est même plus devenu le front le plus grave des fractures françaises. Olivier Babot. Alors d'abord, à titre personnel, je trouve que la une de Charlie, j'ai l'impression que l'Église catholique est quand même pas très en pointe aujourd'hui sur l'extinction des Lumières. Voilà, personnellement, c'est peut-être le cas il y a des siècles. C'est pour ça que je vous disais, moi, sur la couverture, je la trouve complètement à côté de la plaque. Désolé, mais après, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. C'est juste pas vrai. Maintenant, ils peuvent dessiner ce qu'ils veulent et précisément, l'enjeu, c'est qu'ils dessinent ce qu'ils veulent et je trouve que c'est très important. Charlie, c'était un symptôme terrible. Ça n'a pas été du tout le wake-up call, comme on dirait, le réveil qui fait qu'on a progressé en cette matière. Je trouve au contraire que on s'enfonce de plus en plus, puisque au nom de la tolérance, au nom du respect de la liberté d'expression, à travers, on pourrait dire, ce qu'on pourrait appeler l'ultra-progressisme, on interdit de plus en plus. On pourrait dire aussi le politiquement correct, si vous voulez. C'est-à-dire les façons dont, au nom du respect de l'expression, au nom du respect des sensibilités de chacun, on est de plus en plus contraint dans nos discours, et finalement, la marge de nos discours est en train de se réduire de plus en plus. Donc je ne trouve pas que depuis Charlie Hebdo, en effet, les choses aillent dans le bon sens. De ce point de vue-là, Charlie a raison. Le retour des anti-lumières, d'ailleurs, il y a un livre fabuleux là-dessus de Pinker sur les lumières et sur ces anti-lumières à lire. Je crois qu'il est traduit en français, mais je ne suis pas certain. Est en effet un des points les plus préoccupants. Il n'y a pas de progrès. D'autant, pour le coup, que ce fameux politiquement correct dont on parlait à l'instant a tendance à assigner des individus à une identité réelle ou supposée, que même s'ils reconnaissent ou pas. C'est-à-dire de dire tous les décoloniaux ou tous ceux qui parlent de racisés, par exemple, ont tendance à dire mais regardez, tel individu, parce qu'il a telle origine, et partage forcément cette condition ou devrait se comporter comme ça. Et d'ailleurs, les individus qui peuvent avoir ces origines-là et qui s'expriment différemment sont en général extrêmement maltraités précisément par ces tenants de la volonté de prouver que la société française serait structurellement raciste. Mais il me semble quand même, si on en revient à la couverture de Charlie Hebdo, que la volonté d'universel, elle est présente dans les grandes religions et dans les grandes religions du livre, et que le fait de reconnaître qu'un homme est avant toute autre chose un homme, c'est présent dans ces religions-là. Alors après, ça ne veut pas dire qu'au cours de l'histoire, elles se soient bien ou mal comportées, mais il faut trouver un juste équilibre dans la manière d'en parler. L'édito de RIS est intitulé « Vous êtes encore là ?» point d'interrogation. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de monde pour défendre finalement cette liberté d'expression revendiquée assez nettement par Charlie Hebdo? On peut imaginer qu'aujourd'hui, il y aurait moins de « Je suis Charlie » 4 ans après? C'est le paradoxe, on se souvient tous de l'extraordinaire déferlement de la foule qui venait dire « Je suis Charlie » partout en France. À l'époque, j'étais à Bordeaux, c'était noir de monde sur les quais. Il y avait eu vraiment quelque chose qui était de l'ordre. Et à l'époque, ça nous avait d'ailleurs, je crois que ça nous avait tous rassurés. Et unis. Ça avait soigné, unis, peut-être arrangé un peu le traumatisme sur le moment. Et puis c'est vrai que le grand paradoxe, c'est qu'on se rend compte que la conclusion de ça, de plus en plus, c'est là où on avait l'universalisme, on a la balkanisation, où on renvoie chacun à ce qu'il est, ses préférences sexuelles, ses origines ethniques ou religieuses, alors qu'au contraire... Ou sociales, évidemment. Et l'idée, alors qu'au contraire, c'était justement cette universalité. Et bien là où on avait un message il faut que tout le monde puisse tout dire, de plus en plus, on a finalement un message où il ne faut pas dire pour ne pas heurter. Et ça, c'est particulièrement problématique. Entre nous, les lois mémorielles sont la première anicroche, première encoche dans la liberté d'expression. Je pense que les gens ont le droit
de dire n'importe quoi, c'est important, y compris des conneries, et d'ailleurs il y en a beaucoup un peu partout. Surtout et qu'à un moment donné, heureusement, les faits, justement, on peut leur opposer les faits, on ne résout jamais un problème ou des bêtises en interdisant la parole. Oui, je suis absolument d'accord avec cette conception assez anglo-saxonne de la liberté d'expression, mais je crois qu'il y a eu aussi autre chose qui s'est passé depuis, c'est-à-dire que les élites, à défaut d'avoir véritablement pensé le monde, ont eu tendance à délégitimer tous ceux qui ne pensaient pas, qui n'étaient pas d'accord avec eux. Et on voit des procès qui sont dressés, on le voit dans le cas des Gilets jaunes, parce qu'il y a une frange minoritaire des Gilets jaunes qui est effectivement dans des propos qui sont absolument abjects, qui soient racistes, antisémites ou violemment anti-démocratiques, mais enfin il y a aussi tout un tas de gens qui sont juste dans une démarche honnête. Après, on peut la partager ou ne pas la partager, mais on peut quand même respecter leur honnêteté intellectuelle. Et c'est vrai qu'on a vu un pouvoir qui s'est beaucoup braqué, et ce qu'on a longtemps appelé le cercle de la raison, pareil, qui s'est beaucoup raidi et qui a eu tendance à discriminer, enfin pas à discriminer, mais à vouloir délégitimer systématiquement tous les gens qui ne pensaient pas comme eux. Et c'est jouer avec le feu, parce qu'une fois que vous commencer à décrédibiliser, à montrer du doigt tous ceux qui essayent d'exprimer une idée différente et à ne pas reconnaître finalement le principe d'un débat démocratique, vous êtes en train de saper les fondements de la démocratie. Et donc malheureusement, la démocratie en France, elle est sapée à la fois par les tensions à la base communautaire finalement, et aussi par les tensions au sommet de gens qui eux-mêmes, tout en criant haut et fort qu'ils sont démocrates, sont finalement en train de l'asphyxier, cette démocratie. Et ça nous amène à notre dernier thème, le dernier que je voudrais aborder avec vous ce soir, et ça fera transition aussi avec notre grand débat. C'est la réaction de l'opposition face aux violences et au dérapage de certains gilets jaunes, et notamment à cette attaque du ministère de Benjamin Griveaux samedi dernier. Le porte-parole du gouvernement n'a pas mâché ses mots, c'était ce matin sur France Inter. Écoutez. Aucun patron d'aucun parti d'opposition n'a eu de réaction suite à l'intrusion dans mon ministère, suite aux violences sur la mairie de Rennes, sur les préfectures dont j'ai évoqué ce qui s'était passé tout à l'heure. C'est une capitulation morale et intellectuelle d'une grande partie des opposants politiques. C'est une capitulation. Je vous le dis, ils ont l'esprit munichois. Ils sont en train d'essayer de récupérer politiquement et d'instrumentaliser politiquement la colère des gens. Quand on est incapable d'avoir la moindre réaction lorsque des bâtiments publics, lorsque des parlementaires, lorsque des institutions sont mises en cause par des factieux et des violents, oui, on a quitté le champ républicain. Et je vous vois déjà réagir à cet extrait sonore, Olivier Babot. Les mots sont très forts, hein. Capitulation morale et esprit munichois. Qu'est-ce que vous en pensez ? On cherche depuis le début l'union sacrée. On aimerait bien avoir l'union sacrée autour justement de la sauvegarde d'un système dont on sent qu'à un moment donné, il peut vaciller, que les institutions sont profondément critiquées. Et c'est vrai, je justifie, je ne défends pas, je n'ai même pas vraiment envie de commenter les mots un peu durs, je suis sûr que tu vas le faire mieux. Jean-Sébastien va s'en charger. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, on cherche pour l'instant, sans les trouver, un consensus commun de la part des gens qui sont dans le jeu politique. On pourrait dire les Gilets jaunes sont un petit peu à côté, peut-être qu'ils y rentreront, mais de la part des gens qui sont dans le jeu politique, qui sont des élus, qui jouent quand même le jeu, qu'on le veuille ou non, qui est un jeu de l'opposition, de la majorité, des gens qui sont là pour opposer des idées, mais qui doivent se retrouver sur l'essentiel. Sur la légitimité d'un fonctionnement démocratique, sur la légitimité, sur la sécurité et le fait qu'on n'attaque pas et rien ne peut absolument justifier d'aller attaquer avec un engin de chantier un ministère. D'ailleurs, entre nous, je ne vois pas très bien à quoi ça sert, sauf à faire qu'on va devoir payer plus pour réparer. D'ailleurs, ça fait des images fortes. Entre nous, ça fait réagir, on connaît tous la rue de Grenelle. Je ne sais pas comment le gars est entré. Je ne sais pas très bien. C'est une vraie question, parce qu'avec le nombre de caméras de vidéosurveillance qu'il y a dans le 7e arrondissement, c'est une vraie question. Pour avoir fréquenté la rue un petit peu, on ne rentre pas comme ça, encore moins avec un engin de chantier. Alors, est-ce qu'on a péché par excès de confiance ou est-ce qu'au contraire... ou de cynisme. Mais est-ce que Benjamin Griveaux a raison de dénoncer cette opposition qui n'a pas exprimé, selon lui, assez fort son mécontentement, sa révolte face à un tel geste ? En tout cas, on peut regretter qu'en effet, tout le monde ne fasse pas bloc dans l'affirmation, et peut-être que ce n'est pas assez clair en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a plutôt des choses qui ont été dites, mais dans l'affirmation que la violence, que cette violence ne peut pas être une solution à la crise et qu'elle l'envenime plutôt. Ouais. Jean-Sébastien Ferjou. Je trouve que s'il y avait un manuel ou un anti-manuel de tout ce qu'il ne faut pas faire pour sauver la démocratie, Benjamin Griveaux trouverait le moyen d'y rajouter des pages auxquelles on n'a même pas pensé. C'est-à-dire ? C'est une malhonnêteté intellectuelle profonde. Il y a un problème qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, ou peut-être François Ruffin aussi, effectivement, qui sont des gens qui se situent hors du champ républicain tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, parce qu'ils ont l'air d'avoir endossé les habits de la Révolution. Et effectivement, une révolution, ça passe par la mise à bas d'un système. Alors on peut s'en désoler ou se contenter de le constater. Effectivement, de ce point de vue-là, Benjamin Griveaux aurait raison.
tous les autres partis ont condamné les violences. Tous les porte-paroles des autres partis ont condamné les violences ce week-end. Donc à quoi cela rime-t-il? Parce que je suis d'accord avec l'objectif qu'exprime Olivier Babot, mais comment est-ce que Benjamin Griveaux peut penser une seconde qu'en traitant ses opposants de munichois, ce qui d'ailleurs est totalement absurde d'un point de vue historique, il faudrait en plus qu'il relise quelques manuels d'histoire, mais c'est pas la première bourde qu'il commet. Mais on est dans le délire. Quand je vous parlais tout à l'heure de gens qui sapent la démocratie parce qu'ils sont incapables de respecter le fait qu'en face d'eux puissent exister des gens qui ont une appréciation différente des choses. Et je ne vous parle pas là du respect de l'ordre républicain, parce que pour le coup, je trouve ça parfaitement injustifiable de défoncer les portes d'un ministère. C'est vrai qu'on n'a pas eu d'union de tous les partis, de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon, pour dire attention, ça ne se fait pas qu'on soit de tel ou tel bord, on n'a pas à accepter ça. Est-ce qu'elle a eu lieu, cette union ? À l'exception de Jean-Luc Mélenchon, oui, ça a été dit. Après, il y a des gens qui disent aussi autre chose, mais nous vivons dans une démocratie représentative. Il faudrait peut-être pas oublier qu'il y a des citoyens dans ce pays et qu'un certain nombre d'entre eux, si on en croit les enquêtes d'opinion en tout cas, ne valident certainement pas les violences, certainement pas la casse et certainement pas les intrusions dans un ministère, mais éprouvent une forme de sympathie ou de compréhension pour le mouvement des Gilets jaunes. Donc que d'autres partis, pour préserver le champ démocratique, soient aussi capables, de tenir un discours très ferme, parce que les discours des Républicains notamment ont été très fermes sur les violences de ce week-end, mais tout en se montrant capables d'entendre aussi, ou peut-être d'endosser la représentation d'autres franges de la population qui se sentiraient moins macroniennes, il me semble que ça fait partie du champ démocratique. Mais quand on entendait Gérald Darmanin ce matin ou Benjamin Griveaux parler à l'antenne de différentes émissions, moi je vous dis, quand je les entends eux, je n'ai plus l'impression d'être dans une démocratie. Mais ce qui ne veut pas dire, pour le coup, que j'ai la moindre sympathie pour les gens qui vont défoncer les portes de leur ministère, parce que ça n'est pas parce qu'ils disent ça au micro de France Inter ou ailleurs que pour autant ça justifie telles actions. Pour conclure, Olivier. De la même façon que 15 lycéens suffisent pour bloquer un lycée, il faut se souvenir qu'en réalité, on ne parle ici que d'une extrême minorité, voire d'une minorité extrême, de gens qui sont hyper violents, et il faut aujourd'hui les maîtriser, et que les gens qui veulent rentrer dans un dialogue rentrent dans un dialogue enfin. Et il faut que se sont donnés les moyens. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Place à notre grand débat, #OVPL pour réagir sur Twitter. Vous reprenez vos bonnes habitudes. On va poursuivre cette réflexion sur le mouvement des Gilets jaunes. Les violences, qu'on le veuille ou non, viennent perturber le message de départ. L'exécutif a décidé de durcir le ton, à l'image d'Édouard Philippe ce soir sur TF1. Jusqu'où peut-il aller? Faut-il ficher les casseurs? On va se poser toutes ces questions avec nos invités juste après ce sujet de Flora Sauvage. Des mesures d'ordre public pour mettre fin aux violences. L'exécutif veut afficher la plus grande fermeté. Le gouvernement planche sur des modifications du droit de manifester pour tenter de mettre fin aux images ultraviolentes qui ont émaillé les manifestations des Gilets jaunes ce week-end. Je voudrais une fois encore distinguer, je sais que désormais on le répète beaucoup, mais les gens qui légitimement ont des revendications, d'ailleurs multiples, parfois contradictoires, on l'a vu, et puis ceux qui sont dans l'ultraviolence. Et face à l'ultraviolence, il faut désormais de l'ultra-sévérité. Le gouvernement pourrait s'inspirer d'une proposition de loi sénatoriale contre les casseurs, adoptée fin octobre. Ce texte donne au préfet le pouvoir d'interdire à une personne de manifester si elle présente une menace pour l'ordre public. Il crée un fichier national des personnes interdites de manifestation et crée aussi un délit pour le port de la cagoule, passible d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Des mesures étudiées avec intérêt par la majorité. Un fichier pour repérer les casseurs et les interdits de manifestation, je crois que c'est une piste qu'il faut creuser. Mais pour le premier secrétaire du Parti socialiste, la réponse face aux violences doit être le dialogue avant tout. Il ne faudrait pas non plus que le pouvoir exécutif en tire profit et utilise ces violences, les mette justement en exergue pour passer à autre chose et ne pas répondre sur le fond, parce que c'est ça la tentation du pouvoir. Ce soir, Édouard Philippe devrait afficher sa fermeté avant la prochaine manifestation des Gilets jaunes. Et avec nous pour le grand débat d'On va plus loin, Nicolas Tenzer, bonsoir, bienvenue, bonsoir. Politologue, président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Alexandre Malafaille, bonsoir, chroniqueur à l'opinion, président fondateur du think tank Sinopia. Stéphane Vernet, bonsoir, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Et Emmanuel Rivière, bonsoir, bienvenue également, politologue, directeur général de l'Institut de sondage Kantar Public. Bienvenue à tous les quatre. Face à l'ultra-violence, il faut désormais de l'ultra
sévérité. La phrase est signée Gérald Darmanin. Cet après-midi, Christophe Castaner en a remis une couche, si j'ose dire, et il parle de l'ultra-fermeté. Il promet une nouvelle loi de programmation sécuritaire. Il fallait durcir le ton, Nicolas Tenzer. Oui, mais je pense qu'il y a eu des violences qui étaient totalement inacceptables. On les a vues dans les rues, on a vu des violences également à l'encontre d'un certain nombre d'élus. Et je crois qu'il y a un certain moment où il faut dire stop. C'est que toute discussion, et la discussion va se continuer avec le grand débat notamment, mais toute discussion ne peut se faire que dans un climat apaisé. Aujourd'hui, on a une violence qui est, me semble-t-il, non pas annexe, mais consubstantielle à l'idéologie du mouvement tel qu'il est devenu. Et je crois que là, il faut dire non. Il y a un principe républicain, un principe d'ordre, il faut le respecter. Après, tout le reste peut être, bien sûr, et doit être discuté certainement. Et on en discutera dans un instant. D'abord, cette question sécuritaire qui semble devenir une priorité, Alexandre Malafaille, c'est le bon message, il fallait le faire, quitte à potentiellement modifier le droit de manifester. En tout cas, il faut s'attaquer à la question du droit parce que nous sommes dans un état de droit. Et le fait d'être dans un état de droit fait que quand on est un homme politique ou une femme politique, décider qu'on va être plus ferme avec telle ou telle personne ou tel groupe de personnes, c'est du déclaratif. Il ne faut pas perdre de vue que derrière, il y a certes des procureurs qui peuvent prendre des réquisitions plus dures, mais après il y a des juges. Et les juges jugent en parfaite indépendance, en parfaite souveraineté, et ils appliquent la loi. Et la loi, en la matière, en France, elle est très particulière. On ne met pas en prison n'importe qui, n'importe comment. La prison ferme, et pour y aller, normalement, il faut avoir une condamnation qui va au-delà de 2 ans. Ouais. Donc si on veut à un moment donné être dans l'ultra-répressif, il faut s'en donner les moyens et pas faire du déclaratif. Parce que sinon, on tombe, là encore, dans l'incantation, et ce qui est aussi beaucoup reproché au pouvoir politique. Ouais. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'il y a quand même un 2 poids 2 mesures sur lequel, là aussi, il faut faire attention. On a vu ce qui s'est passé à Paris, avec ce boxeur fou qui tout d'un coup pète un câble et devient un danger public, et la polémique qui en a suivi, très bien, normal. Mais on a aussi vu que la polémique qui a plus occupé les médias aujourd'hui, c'est la polémique sur le commandant de police de Toulon, qui s'est montré un peu ferme, peut-être, mais peut-être à juste titre, sauf que la polémique tourne autour de lui. Et lui est moins un héros sur Facebook que le boxeur fou. Et on verra toutes ces images. Et voilà, et donc, je veux juste terminer là-dessus pour dire que si on ne fait pas attention à la façon dont on défend les forces de l'ordre, il ne faudra pas s'étonner que les forces de l'ordre laissent rentrer les gens dans les ministères. Alors vous réagirez aux propos de Christophe Castaner tout à l'heure lorsqu'il a prononcé ses vœux aux forces de l'ordre, justement. Ça répond à une attente de l'opinion, plus de fermeté. On siffle à la fin de la partie, ça suffit maintenant, Emmanuel Rivière? Je crois que c'est plus compliqué que ça, en fait. Ouais. C'est pour ça que c'est très compliqué à gérer pour le gouvernement, parce qu'il y a quelque chose qui a été très frappant, et je pense que ça a frappé beaucoup de monde autour de Matignon et l'Élysée, c'est que lorsqu'il y a eu ce week-end d'extrême violence autour de l'Arc de Triomphe, le week-end du 1er décembre, nous avions immédiatement après une série de sondages qui condamnaient unanimement les violences et qui ne variaient pas son soutien extrêmement massif, autour des 2 tiers, voire de 70%, au mouvement des Gilets jaunes. Ce qui montre bien que cette question de la violence... même si le gouvernement aurait effectivement, on voit sa logique, de dire on a répondu aux attentes immédiates, on ouvre un dialogue à travers la discussion, le dialogue citoyen, et en attendant, les violences doivent cesser. Mais comme l'a rappelé Alexandre Malafaille, il y a une lecture beaucoup plus ambiguë. La question des violences, de qui est fauteur de violence, à la fois sur le mouvement des Gilets jaunes lui-même, avec cette nécessité pour beaucoup de dire il faut faire la distinction entre des casseurs qui profitent et des Gilets jaunes sincères qui sont des militants pacifiques, alors que je pense qu'il y a des gens qui sont dans cet entre-deux-là, et puis la question de l'attribution de la violence au gouvernement. C'était très frappant de voir hier cette concurrence sur les médias sociaux entre les 2 vidéos. Celle du pont de la passerelle Sédar-Senghor, celle de Toulon, et avec un procès en sous-déclaration des uns, en sous-représentation de l'une ou de l'autre des violences sur les médias, qui sont évidemment toujours au carrefour d'ailleurs des mécontentements. Et donc c'est ça qui rend la situation extrêmement délicate. C'est qu'il y a, il y a une suspicion sur la sincérité autour de la question de la violence. En attendant, le gouvernement semble avoir l'intention de s'en prendre plutôt aux casseurs. Stéphane Vernet, il pourrait s'inspirer des sénateurs de droite, Bruno Retailleau et Catherine Troendlé, qui sont porteurs d'une PPL, d'une proposition de loi qui a été adoptée au Sénat. Et je cite quelques mesures, un fichier de casseurs avec une interdiction de manifester, création d'un délit de dissimulation volontaire du visage et responsabilité civile engagée en cas de dégâts lors de manifs. Ça pourrait aller jusque-là? Le gouvernement devrait aller jusque-là?
Alors je ne sais pas s'il devrait aller jusque-là et on va attendre de voir ce que va déclarer le Premier ministre ce soir pour savoir quelle est l'intention. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un durcissement du ton, mais ça on l'avait déjà perçu lors des vœux du Président de la République le 31 décembre, où il n'était plus dans les excuses, la contrition, et il part du principe que le gouvernement a fait des propositions à la mesure de ce qu'il pouvait donner et à la mesure de ce qu'il a compris ou pas du mouvement, et qui ne bougera plus. Aujourd'hui, le temps est au dialogue, ou en tout cas la volonté est de passer au dialogue, et que ce dialogue se fasse par l'intermédiaire du grand débat national. Et donc l'idée de durcir le ton ou de prendre un certain nombre de mesures, comme celle du fichier, par exemple, sur les casseurs, qui est inspirée de ce qui se fait pour les hooligans, donc en disant, bah, tiens, ça marche pour les hooligans, peut-être qu'on pourrait... Voilà. Donc, sauf que là, on parle du droit de manifester, donc il y a une... Alors c'est là que c'est très compliqué. Si c'est un droit fondamental. Moi, je comprends cette idée qui consiste à dire force doit rester à la loi, on n'est plus dans... il faut passer au dialogue, il faut contraindre... les éléments les plus retors ou les plus extrémistes à rentrer dans le jeu du dialogue via le grand débat national, et on va prendre les mesures qui s'imposent. Et en même temps, je trouve que c'est dangereux, parce que ce sera forcément interprété aussi par une partie des Gilets jaunes comme une nouvelle provocation. Et on est dans un système dans lequel, effectivement, les violences... en fait, tout est question de point de vue. C'est-à-dire que chacun rejette la responsabilité de la violence sur l'autre, en disant « mais nous sommes violents parce que la police est violente avec nous, parce que la violence sociale est quotidienne. » Alors, il y a ça, il y a les vieux discours d'extrême gauche qui reviennent pour légitimer la violence et le retour de la violence dans l'espace public. Alors, qu'elle paye ou pas, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est éminemment dangereuse. Ça fait beaucoup réagir. Je voudrais juste vous citer le tweet de David Racheline, côté Rassemblement National. Le gouvernement est à l'agonie, il surjoue cette affaire en demandant de l'ultra-sévérité, alors que depuis des années, des quartiers entiers sont en dehors de notre République, où des voitures sont brûlées et où des voyous y trafiquent impunément. Bon, c'est la théorie du deux poids, deux mesures. Là, c'est effectivement, c'est le jeu classique du Front National. Enfin, on n'a pas vu un seul tweet. Ce qui est aussi extraordinaire, c'est qu'on n'a pas vu un seul tweet du Rassemblement National appelant clairement à condamner les violences qui ont été commises par un certain nombre de manifestants, qu'ils soient gilets jaunes ou qu'ils soient casseurs. Il y a trop d'ambiguïté. Et on imagine quelle aurait été la réaction de ce même Rassemblement national, et quelle a été d'ailleurs sa réaction, après 10 minutes, dès qu'on avait des violences commises notamment lors des émeutes urbaines en 2005. Je veux dire, ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est totalement hypocrite. Là, on est quand même dans un mouvement, et je crois qu'il faut le dire avec clarté, qui est un mouvement d'insurrection, qui est poussé très largement par l'extrême droite, par l'extrême gauche également, qui s'est allié d'une certaine manière avec l'extrême droite, et on est dans un mouvement qui n'est plus républicain. Et je crois que c'est ça quand même qu'il faut dire, quelle est l'origine de cette violence. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une idéologie de la violence consubstantielle à ce mouvement, et là, on ne peut absolument pas l'écarter. Alors qu'il faille évidemment être totalement ferme sur un certain nombre de dérives qui ont pu être commises parfois, mais quand même, dans des circonstances tout à fait exceptionnelles par des forces de l'ordre, certainement, il y a des enquêtes, il faut qu'il y ait une clarté là-dessus, ça c'est absolument indubitable. En même temps, il faut aussi savoir à quelle violence aussi ces forces de l'ordre ont été confrontées, qui est une violence totalement unique. Et je crois que c'est ça qu'il faut essayer d'interroger. Après, juste un dernier point, il y a effectivement, sur les réseaux sociaux, Alexandre Malafaille a eu raison de le dire, il y a effectivement une exploitation de tout cela. On a eu aussi un certain nombre d'images qui ont été montrées, qui étaient des faux, qui remontaient à des années bien antérieures au mouvement des Gilets jaunes. Et ça aussi, il faut à un certain moment dire les choses telles qu'elles sont. Mais la violence, oui, on est d'accord, elle est insupportable à tous les égards, d'un côté comme de l'autre. Mais il y a des causes extrêmement profondes et il ne faut vraiment pas passer à côté. Si on avait gouverné ce pays autrement que comme on l'a gouverné en 2017, on l'a gouverné comme en 1995. On n'a pas tenu compte d'aucun des changements du monde qui sont survenus. On n'a pas pris en compte l'opinion. Moi, je me souviens juste d'un sondage qu'on avait publié un mois avant la présidentielle avec l'IFOP. Et on avait dit aux Français, si vous pouviez voter blanc, que feriez-vous? Vote blanc, vraiment pris en compte. 40% des Français à ce moment-là disaient, on voterait blanc. On était à un mois du premier tour, juste un mois. Voilà. Est-ce qu'on a tenu compte de ça dans la façon de faire de la politique? Est-ce qu'on a engagé une méthode de gouvernance un peu différente? La réponse est non. Donc on a accumulé, et on a continué à accumuler le lot habituel de déception par rapport à une élection. Il s'est passé tout ce qui s'est passé de bien et de moins bien sur la façon de faire. Et à un moment donné, la violence, la colère se transforme en violence. Et après, on n'est plus dans le rationnel. Alors c'est bien sûr insupportable. Sauf que tant qu'on n'aura pas pris la mesure de ça, tant qu'on n'aura pas compris que peut-être on a raté une occasion, à l'occasion des vœux par exemple. Les vœux auraient pu être l'occasion d'envoyer un message, pourquoi pas d'amnistie partielle,
sur les petites violences, sur le menu fretin des gilets jaunes, pour essayer d'apaiser et non pas de dire le tout répressif. Parce que plus on est dans cette espèce de séquence des enchaînements, moins on va s'arrêter. Je veux dire, je reviens à la question problématique des causes. Quand le président de la République dit à des gilets jaunes qui ont fait une pétition ou à des Français qui ont fait une pétition, vous avez raison, quelque part, ça lui donne tort à lui de ne pas avoir été plus à l'écoute plus tôt. Alors on va les revoir quand même, ces images qui ont marqué la journée de samedi. Il y en a 3, toutes très violentes. On va les regarder ensemble, côté gilets jaunes et côté force de l'ordre, hein, vous le disiez Alexandre. D'abord celle de l'ancien boxeur professionnel qui a été placé en garde à vue après s'être rendu dans la journée. La violence de ses coups contre les gendarmes ne peut laisser personne indifférent. Autre image choc, celle de l'attaque du ministère de Benjamin Griveaux avec un engin de chantier. Le porte-parole du gouvernement a quand même dû être évacué de ses bureaux. Et puis il y a eu la violence côté force de l'ordre, celle du chef du maintien de l'ordre à Toulon, frappant plusieurs manifestants. Le préfet du Var a d'ailleurs saisi hier soir l'IGPN, la police des polices. Le fonctionnaire avait déjà été sanctionné pour violence en 2015. Christophe Castaner a adressé ses vœux aux forces de l'ordre cet après-midi. Il a salué plutôt le travail des policiers et des gendarmes. Écoutez. Je veux ici dire à tous les policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, pris pour cible et violentés dans l'exercice de leur mission, et particulièrement ces dernières semaines, qu'ils peuvent compter sur mon soutien et sur ma détermination totale à faire en sorte que leurs offenseurs soient systématiquement retrouvés et livrés à la justice. Et je me félicite de la reddition ce matin, parce qu'ils se savaient identifiés, traqués, de l'individu qui, samedi à Paris, s'est brutalement attaqué aux gendarmes mobiles engagés sur la passerelle Senghor. Ils sont ici et je veux les saluer. Stéphane Vernet, il y a clairement un parti pris, évidemment, côté force de l'ordre. Il est ministre de l'Intérieur, il pouvait faire peut-être... Est-ce qu'il pouvait faire les choses différemment, d'ailleurs? Mais en fait, il est dans son rôle, il a besoin aussi de soutenir. Oui, mais Alexandre parlait d'un geste envers les Gilets jaunes, effectivement. Est-ce que, ne serait-ce que parler des violences côté force de l'ordre aussi? Moi, je suis un fervent partisan du dialogue et je pense qu'on ne s'en sortira par le haut qu'à condition qu'il y ait du dialogue. Mais il faut restaurer les conditions du dialogue et ça ne se décrète pas. Et pour moi, la problématique, on a parlé du mouvement des Gilets jaunes. Vous disiez que la violence était consubstantielle au mouvement. Le problème, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, il a l'image de la société française aujourd'hui, il est totalement fracturé. Vous n'avez pas un mouvement des Gilets jaunes, vous en avez plusieurs. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qui s'est passé par exemple samedi, ou ce qui est en train de se passer. Vous avez Jacqueline Moreau qui crée son propre parti, les émergents. Vous avez une partie des porte-paroles du mouvement qui se sont retrouvés samedi dernier dans les locaux de la Provence, qui ont été pris d'assaut, ou qui ont été assiégés par à peu près 200 autres gilets jaunes qui disaient mais ces gens ne nous représentent pas, ils ne sont pas nos porte-paroles. Donc ils sont sortis, ils ont commencé à discuter, ils ne s'entendent pas. Et moi je pense que le seul moyen de sortir de cette crise, c'est de faire en sorte que ce mouvement se structure, porte des revendications clairement structurées, organisées. C'est impossible. Non, c'est pas impossible. La clé, elle est au sein des Gilets jaunes eux-mêmes. Et quand on parle de tous les sondages qui disent les Gilets jaunes par-ci, le soutien aux Gilets jaunes, etc., peut-être qu'il faudra affiner les questions. Et effectivement, moi, je ne suis pas persuadé que plus de 70% des Français soient d'accord avec tout ce qui se passe. Peut-être qu'il faudrait qu'on demande aussi dans ces sondages-là aux Français pour quel type d'action ils sont. D'ailleurs, elle est un peu en train de changer l'opinion face aux Gilets jaunes, non? Oui, et il ne faut pas oublier une des questions qui est posée et qui est suivie maintenant, c'est est-ce que, comment se répartissent les Français selon qu'ils souhaitent que le mouvement continue ou s'arrête? Et on est proche de moitié-moitié, même s'il y a une majorité qui souhaite que le mouvement continue. Mais je suis d'accord qu'il ne faut pas surinterpréter ce soutien. Mais il se trouve qu'il y a une majorité des Français qui souhaitent qu'il se passe quelque chose, en fait. Qui souhaitent qu'un mouvement continue à mettre la pression sur ce gouvernement parce que sa manière de faire de la politique... Il leur dit allez-y, faites le boulot à notre place finalement, quoi. On le veut nous aussi, mais allez-y. Oui, bien sûr. Et il y a même beaucoup de Français, beaucoup plus que de gens qui sont effectivement mobilisés, qui prétendent s'être mobilisés dans les enquêtes. Alors on peut dire, c'est un biais des enquêtes, les sondages, c'est ridicule. Je laisse à qui voudra cette interprétation. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de Français qui se disent, si j'avais eu l'occasion, je l'ai fait. Mais effectivement, dans ce mouvement, il y a quelque chose d'intrinsèquement violent depuis le début, d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas passer... mais parce que c'est une colère accumulée, peut-être. Des centaines de blessés sur les barrages. De ne pas avoir été écouté. Mais oui, et ce qui est en train de se passer, c'est quand même très intéressant, c'est qu'on peut être dans une compétition qui consiste à dire il y a de la violence d'un côté, il y a de la violence de l'autre. Il se trouve que cette compétition, le gouvernement est en train de la perdre. Il est en train de la perdre. Et on peut avoir une lecture qui n'est pas manichéenne, qui est celle qu'on a eue ici, qui essayait de se dire oui, il y a de la violence intrinsèque à ce mouvement, consubstantielle. Pourquoi ?
Et qu'est-ce qui en est l'origine et qu'est-ce qui en est la cause? Et je pense qu'on ne peut pas répondre uniquement en disant force doit rester à la loi dans un contexte où de toute façon cette bataille-là est en train d'être perdue par le gouvernement puisque beaucoup de gens alliant les thèses complotistes, disant que les casseurs en fait sortent des rangs de la police, vont provoquer et rentrent et c'est très difficile. En fait, il faut comprendre que ça se passe. Y compris l'attentat à Strasbourg, rappelez-vous. Y compris l'attentat à Strasbourg. Ça se passe à l'inverse de ce qu'on imagine quand on a une approche rationnelle des choses. C'est pas parce que j'ai la preuve que le gouvernement est violent que je le pense, c'est parce que j'ai envie d'avoir cette interprétation-là que je la bois. C'est pas les fake news, c'est pas les thèses complotistes qui fabriquent ces théories. C'est parce qu'on a envie de croire à ces théories qu'on boit ce qui nous est servi. Mais je crois qu'il y a effectivement d'abord un premier élément qui a été très justement dit, c'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes en tant que tel n'existe pas. C'est un médium, c'est un moyen de communication, un moyen d'expression de choses extraordinairement diverses. Et je vous vois, effectivement, on a eu l'occasion de le dire sur ce plateau, que par rapport à des souffrances initiales, un sentiment de déréliction, un sentiment d'abandon, qui était une réalité très profonde que vivent un très grand nombre de Français, il y a eu un moment, effectivement, où les choses ont brutalement explosé. Bon. Et puis derrière, il y a aussi d'autres choses, et qui là, c'est une dimension politique et institutionnelle, c'est de voir des mouvements politiques qui sont intrinsèquement violents dans leur pensée, antidémocratiques, qui exploitent après ce mouvement. Et ça, je crois, et là, il faut essayer de réfléchir à tout cela. Comment on doit, d'un côté, entendre, comprendre, répondre, et de l'autre côté, dire, mais il y a quand même un vrai problème dans notre démocratie, qui n'est pas d'ailleurs isolé dans le monde, parce qu'on voit quand même certains pays étrangers. Vous voyez les déclarations aujourd'hui de Luigi Di Maio et Salvini, donc les deux vice-présidents du Conseil, Mouvement 5 étoiles et les gars italiens. J'allais vous en parler, ils soutiennent les Gilets jaunes on français. dit clairement, enfin, ce qui est une ingérence absolument incroyable dans notre vie politique. Donc on n'est pas dans l'instrumentalisation politique. C'est-à-dire que derrière, on est aussi dans une partie, effectivement, non pas de ce mouvement, mais de leaders qui essayent d'exploiter tout cela, notamment d'extrême droite et d'extrême gauche, qui essayent d'exploiter ce mouvement et sa violence dans une fin de destruction de la liberté, de la démocratie. Et ça, on ne peut pas, comme gouvernement, on ne peut pas complètement l'oublier. De la part de Salvini et autres, c'est la réponse du berger à la bergère. Hein. Alors, où est la poule, où est l'œuf? Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de cette affaire, mais on va se poser la question de comment sortir de cette situation. Le gouvernement croit beaucoup en son grand débat national. Je ne sais pas si c'est suffisant, mais c'est une étape nécessaire pour poser un certain nombre de sujets sur la table. C'est ce que nous dit le secrétaire d'État, Olivier Dussopt, dans une interview à l'Opinion. Notre journaliste Pierre Bon-Joseph a également interrogé Chantal Joanneau il y a quelques jours. La présidente de la Commission nationale du débat public assure que tout sera mis en œuvre pour que la parole des Français soit entendue. Écoutez. En mélangeant les différentes techniques, on évite les biais, on est sûr de mélanger les publics, on est sûr de récupérer en fait les paroles par plein de biais, par plein de moyens et d'outils différents. Est-ce qu'on peut raisonnablement fonder quelques espoirs en ce grand débat national, oui ou non? Alexandre Malafaille, vous êtes sceptique? Non, il vaudrait mieux que ça soit utile, hein, parce que je vous y croyez? Écoutez, je suis prêt à y croire. Tout va dépendre d'abord, de savoir si Emmanuel Macron va faire un petit peu le deuil de sa façon de gouverner ou de sa méthode de gouvernement utilisée jusque-là. C'est pas prévu. Voilà. On verra. On peut espérer quand même qu'il regarde aussi un peu ce qui s'est passé dans d'autres pays qui se sont vus traverser par exemple de secousses compliquées et qui à la fin, au bout du compte, ont renversé leur pouvoir. Il y en a quelques-uns pas loin de chez nous et sur des expériences assez récentes. Donc il faut se méfier, on l'a déjà dit ici, le rapport de force quand il est de 1 pour 1 entre les forces de l'ordre et les manifestations, le système tient, à 1 pour 5 il ne tient plus. Donc il faut vraiment qu'on fasse très attention. Donc oui, tout dépendra vraiment de la question de la méthode. Et puis je crois que ce grand débat, s'il est réussi, il sera réussi parce qu'on aura créé les conditions de l'intelligence collective. Il ne s'agit pas simplement de revendiquer des changements de cap ou tout d'un coup uniquement des mesures symboliques pour faire plaisir aux Français. On peut très bien rétablir l'ISF. Tout le monde sait globalement que c'est une bêtise, mais on peut le faire, ça fera plaisir aux Français, ça fera rentrer ça fera rentrer la rivière dans son lit. Mais au bout du compte, ça repoussera les échéances un peu plus loin parce que évidemment les échéances seront repoussées. Par contre, si dans ce grand débat, on arrive à un moment donné à faire un peu d'explication de texte, mettre de la compétence, mettre des experts, mettre des Français, arriver à faire en sorte que tout ça soit un peu fécond du point de vue de la manière dont on peut discuter, dialoguer pour aboutir. Oui, mais pour arriver au bout du compte à prendre en compte des décisions, mais des décisions qu'on va inscrire dans un calendrier de temps long, parce que la politique c'est aussi du temps long. Et on peut très bien réformer la fiscalité, mais il faudra le faire dans la durée. On peut très bien réduire les écarts de salaire, mais pas comme le propose M. Mélenchon, pas en disant au-dessus de 400 000 je prends tout, mais peut-être qu'on peut se fixer des échéances à moyen long terme et de construire un chemin. Si on arrive à faire ça, ça veut dire qu'on refait un peu projet de société et qu'on peut peut-être emmener les Français là-dessus. Si on n'y arrive pas, oui, ce sera compliqué. Alors il y a les opposants
opposants, Yann Brossa, notamment porte-parole du PCF, qui parle d'une gigantesque fumisterie. Emmanuel Rivière, votre avis sur ce grand débat national? La facilité, elle est du côté de Yann Brossa, et la difficulté, elle est du côté du gouvernement, parce que, en fait, c'est difficile de réussir ça. Il y a, a priori, de l'appétence des Français. On a travaillé d'ailleurs sur ce sujet pour la Commission nationale du débat public il y a quelques années. C'est une merveilleuse réponse à un sentiment qui, derrière beaucoup de la violence qui a été évoquée, qui est un sentiment d'être méprisé. Et là, on est considéré. À chaque fois qu'on a fait travailler des citoyens dans des comités consultatifs, des jurys citoyens, etc., les gens trouvaient ça formidable. Ils n'avaient plus envie de se quitter. Ils trouvaient ça merveilleux d'avoir été partie prenante d'une décision publique. Il y en a qui ont envie d'être tirés au sort. Il y a une condition de réussite, face à laquelle les gens sont extrêmement sceptiques, raison pour laquelle ils pourraient y aller à reculons ou ne pas y aller du tout, c'est que ça change vraiment quelque chose et que ce ne soit pas un débat prétexte. Et les gens ont plutôt cette suspicion très ancrée que ça ne changera rien. Donc presque la condition de réussite, elle est entre les mains d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Pour que, in fine, les gens se disent oui, c'était la réponse, il faut qu'ils aient mangé peut-être pas leur chapeau, mais au moins une ou deux plumes. Parce que si c'est pour dire mais de toute façon ça on l'aurait fait quand même, ça ne marchera pas. Si en revanche, il y a une forme d'acquiescement, cette espèce de soupape démocratique qui consisterait à dire bon, c'était pas notre intention, mais c'est le résultat du grand débat. Donc on va s'y plier et autour de là construire quelque chose sur une forme de réinvention du processus démocratique et de décision publique. Là, il y a peut-être une chance que ça marche. Stéphane Vernet, sauf qu'il y a un problème de confiance en ce gouvernement en plus. Alors je souscris mais totalement à ce qui vient d'être dit et je ne saurais mieux le dire, mais simplement les outils utilisés par la Commission nationale du débat public, ils ont fait leur preuve, ils fonctionnent. Je vous rappelle que ce sont eux qui ont fait le bilan par exemple de la consultation sur la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la fin quand ils ont compilé toutes les données? Ils ont demandé à 400 citoyens de se mettre d'accord sur le constat, de hiérarchiser les priorités et de voter. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est ce qu'ils appellent le sondage délibératif, où en fait les gens discutent avant et ensuite votent. 76% des présents ont dit que la fiscalité écologique était une affaire de bobos qui pénaliserait les pauvres et que c'était quelque chose d'injuste socialement. C'était le 30 juin de l'année dernière. Est-ce que le gouvernement a écouté cet avertissement? Dans le discours de conclusion, il a été question de danger et de jacquerie fiscale potentielle. C'était écrit. Ce qui se passe aujourd'hui a été écrit par la Commission. Ça n'a pas été écouté. Donc effectivement, si l'exécutif, si le président, si le Premier ministre ne disent pas très clairement quelles sont leurs intentions par rapport à ce débat, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va être capable d'écouter et de tenir compte de ce qu'expriment les Français, alors effectivement, ça ne servira à rien. Il faut que ça se traduise. La problématique, c'est que la France est un pays très politique et très participatif, au sens premier du terme. Je ne parle pas des partis, je parle de la volonté de participer à la vie publique, sous toutes sortes de formes, à travers les associations, les pétitions, les manifestations. Et la problématique de ces dernières années, c'est qu'on est face à un pouvoir où vous avez une expression forte de la population et une réalité qui est celle d'un manque d'écoute, ou en tout cas un sentiment qui est extrêmement prononcé, qui est celui de « nous on dit ». Eux ne nous écoutent pas. Et comme disait récemment Richard Ferrand dans une interview accordée au JDD, il disait en politique, le ressenti, c'est la vérité. Et bien ça, c'est vrai. Et si le ressenti, c'est qu'on ne nous écoute pas, et ben les gens le vivent comme ça. Et du coup, on arrive à toutes sortes d'extrêmes. Nicolas Tenzer. Oui, mais d'abord, effectivement, la politique est une question de perception. Mais je crois que ce qui est aussi très important dans ce débat, c'est de bien percevoir qu'il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape, c'est quand même, dans une série de domaines, le constat. Il faut d'abord, ça c'est une base du débat, c'est d'ailleurs ce qui s'est fait lors de précédentes réformes, notamment sur les retraites, sur l'assurance maladie, etc., c'est parvenir à une forme de constat partagé sur la situation. Ensuite, deuxièmement, mais une fois qu'il y a un accord sur le constat, il faut parvenir effectivement à des solutions qui sont par définition diverses. Il n'y a pas une solution à un problème donné, il y en a. Et là, je crois très important que le gouvernement, effectivement, dise mais je m'engage à entendre. Et si, pour telle ou telle raison, je ne prends pas en considération, il ne faut pas que ce soit une règle générale, telle ou telle proposition qui ressort du débat, j'explique pourquoi. Parce qu'après tout, il peut y avoir des discordances. Ça, c'est tout à fait normal. Et je pense que c'est vraiment ce dialogue-là qui doit s'effectuer. Enfin, une troisième règle, c'est qu'il faut évidemment éviter que le débat ne soit capté en cours de route, mais je crois que Chantal Joanneau va tout faire pour l'éviter, par un certain nombre de groupes d'intérêt, de groupes de pression, qu'ils soient économiques ou idéologiques. C'est juste très brièvement pour dire que le seul point d'inquiétude, en tout cas que j'ai ce soir, c'est que comme les vœux du président n'ont pas été prononcés il y a si longtemps que ça, il m'a semblé dans ses vœux qu'en fait quelque part, il ne faisait pas
de ce grand débat l'histoire de la France, mais il en faisait une histoire parmi les autres. Et qu'à un moment donné, il aurait peut-être fallu dire, bon, on gèle tout le reste et on se consacre